Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est actuellement le jeudi 13 mars 2025 au moment du tournage. Fait que s'il y a certains faits qui sont mentionnés qui sont plus tout à fait à jour, c'est normal, ne vous en déplaise. Comme vous voyez, on a un invité aujourd'hui. On a Christian Tremblay, qui est spécialiste en chaîne d'approvisionnement, je voudrais plus un genre de consultant pour le développement PME dans Chaudière-Appalaches. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Il a une belle expertise en approvisionnement. Puis ont jugé que c'était pertinent de le recevoir dans le contexte actuel de guerre tarifaire avec nos voisins américains. Donc, Christian, merci d'être là ce soir. Et ça me fait bien plaisir, les gars. Yes, écoute, directement, depuis le début de cette guerre tarifaire-là, c'est quoi que tu as remarqué comme changement chez tes clients, chez les personnes avec qui tu fais affaire? OK. Ben, première des choses, mon gros constat, ce que je peux dire, c'est que c'est le bordel, là. Les entreprises, ils sont dans l'incertitude totale, puis sont vraiment en gros questionnement. Là, ils savent pas trop, là. Bon, faut dire aussi, depuis les annonces de Trump, les premières annonces, là, à la fin janvier, puis bon, début février, tout ça, les sursis de 30 jours. Après ça, une semaine après, il y a d'autres choses qui changent. L'aluminium, 25%, l'acier, 25%. Un autre sursis de 30 jours. Tu sais, ça devient complexe. Puis, justement, moi, hier, j'ai des collègues chez Développement PME, des collègues spécialisés au niveau commerce international. Depuis quelques semaines, ils organisent un webinaire à chaque semaine, le mercredi midi, justement pour aider les entreprises de Chaudière-Appalaches à se démêler un petit peu dans toute cette histoire-là. Puis hier, on était une quarantaine de personnes en ligne. J'avais 3 collègues à moi, experts en commerce international, puis on avait plein d'entreprises de la région. Puis j'écoutais la conversation. Tu sais, des gens qui sont gestionnaires dans plein d'entreprises, là, qui connaissent, pour des entreprises qui exportent aux États-Unis, ailleurs sur la planète, puis qui importent aussi un peu partout. Je peux vous dire que ce que j'ai retenu de ça hier, la rencontre qui a duré 1 heure, c'est que c'est le bordel. Il y avait tellement de questions là, que, honnêtement, c'est vraiment pas clair. Là. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y avait quelqu'un de la haute direction d'une grosse entreprise de Chaudière-Appalaches qui ont aussi des installations dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis. Puis là, ils ont posé une question à un moment donné. Ils ont dit là, nous autres, on vend des équipements neufs pour les scieries, les moulins à scie partout dans le monde. Là. Mais là, Je pense savoir c'est qui. ouais, là, ils disent à un moment donné, on fait aussi beaucoup de réparations. À un moment donné, on a un client aux États-Unis et on a une réparation à faire. Ben, la pièce, là, est-ce qu'elle est sujette à ça? Tu sais, la portion acier qu'il y a là-dedans. Là, parce que là, pour l'instant, avec les sursis qu'on a eu encore jusqu'au mois d'avril, il y a beaucoup de choses. Là, pour l'instant, il n'y a pas de droit de douane. Mais là, pour l'instant, il y a l'aluminium et l'acier. Là, c'est assez touché parce que, bon, une entreprise qui exporte de l'acier brut ou de l'aluminium brut, on ne se casse pas la tête, il y a 25% de droit de douane si ça traverse aux États-Unis. Mais à un moment donné, là, tu as une pièce, toi, que tu as transformée un peu ici, mais la matière première, elle vient des États-Unis, là, l'acier. Là. Mm-hmm. Mais là, tu la transformes ici, mais là, elle traverse la frontière pour s'en aller aux États-Unis. Il se passe quoi, là? Là, c'est assez touché, là. C'est que si l'acier vient des États-Unis, qui est importé au Canada, est transformé un petit peu, elle retourne aux États-Unis, ben là, il n'y a pas de problème. Mais il faut être capable de prouver que l'acier vient bel et bien des États-Unis et non du Canada ou de la Chine. Parce que moi, je connais plein d'entreprises dans la région, moi, qui importent des produits d'acier, mais qui viennent d'Asie. Là, là. Ah, puis C'est le bordel. C'est le écoute, bordel. puis tu sais comme moi qu'il y a les 1000 tests, c'est-à-dire la charte que le moulin te fournit, que la scierie te fournit. Ouais, Parfois, c'est pas toutes les compagnies qui te fournissent le bon 1000 tests. Là. ouais, c'est ça. C'est pas toutes les compagnies qui ont la traçabilité aussi efficace que d'autres. Là. Ouais, c'est vraiment le bordel. C'est ça mon gros constat, c'est que, écoute, j'ai pas les réponses à tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Est-ce Puis que, encore, oui, vas-y. est-ce qu'il y a une façon pour les compagnies de prévoir l'imprévisible? Parce que, tu sais, là, comme tu dis, ça change d'une journée à l'autre. Là, comme Trump, il disait, bon, l'alcool, l'Europe dit 50% sur l'alcool. Trump revient, dit, moi, 200%. Mais comment une compagnie peut
prévoir ou s'adapter à une situation aussi imprévisible que ça? Selon moi, la seule possibilité, c'est d'être agile le plus possible. Il n'y a pas de miracle, là. Ça demande aux gens vraiment d'être agiles, puis d'être capable de se revirer de bord rapidement, d'être créatif, puis Parce que les entrepreneurs, que ce soit des manufactures, que ce soit dans le domaine des services, ouais. elles sont sujets ou vassalisées des politiques. Essentiellement, je veux dire, ce que fait Trudeau ou maintenant Carney ou Trump, essentiellement, ils n'ont pas de droit de regard, mis à part de dire ben ça n'a pas de bon sens. Puis de toute façon, les pressions qu'on entreprend vont faire en sorte que des jobs peuvent se perdre, des contrats peuvent se perdre. Fait que là, c'est quoi la réaction émotive? Elle est importante, je pense, cette réaction-là. Parce que vous, on parle de politique, on parle d'économie, mais les entrepreneurs aussi, si on regarde la bourse, si un pète de travers, c'est assez normal que les actions vont. Ah. Comment ça se traduit, cette peur-là ou ce stress-là parmi les entrepreneurs? Ben, regarde, vous voyez, en fait, justement, j'ai jasé, moi, les quelques dernières semaines avec des entreprises là, de la région, puis ils disaient, Christian, nous autres, là, même si les droits de douane ne sont pas en vigueur, nos clients américains, ils ont tellement peur qu'ils nous ont cancellé des commandes. Là, Mhm. puis moi, je jasais avec quelqu'un l'autre semaine aussi que je pense qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a une petite flotte de camions. Là. Il fait du transport aux États-Unis là, de produits d'aluminium et d'acier. Là. Puis ça a l'air qu'il y a quelques journées, là, les dernières semaines, qu'il y avait beaucoup de camions dans le cours là, qui ne partaient pas. Là, parce que c'était comme cancellé. C'était avant midi, j'étais avec une collègue avec un cercle d'échange pour les professionnels des ressources humaines de la région. Puis à un moment donné, durant la pause, j'ai un de mes contacts qui m'a écrit via messagerie LinkedIn, qui est dans une entreprise, ben pas dans la région Chaudière-Appalaches, mais il est à Québec. Hey, il dit, Christian, il dit, c'est une entreprise qui fait des composantes et des pièces là, à base de plastique, si tu veux. Puis, tu sais, on a beaucoup d'entreprises de plastique. Pensons juste dans la région Chaudière-Appalaches, dans la région de Bellechasse, Lévis, Beauce. Là. De Québec aussi. Thetford-Mine jusqu'à dans Oui. Buckland, Oui, il y en a énormément. Bon, la matière plastique, là, la résine de plastique, ça provient très généralement d'usines pétrochimiques qui sont au sud des États-Unis. Il y en a très peu au Canada. Je pensais, moi, qu'il n'y en avait pratiquement pas, mais il y en a quelques-unes parce que ce matin, il y a un contact qui m'a contacté et il dit, Christian, il dit là, notre résine de polypropylène, nous autres, on la prend pratiquement toujours aux États-Unis. Mais là, il dit, il faut que j'essaye de trouver une source d'approvisionnement au Canada. Sais-tu s'il y en a? Moi, dans ma tête, il n'y en avait pas, mais moi, j'ai l'application de ChatGPT qui est payante. Puis elle est à jour beaucoup et tout ça. Fait que j'ai posé la question à ChatGPT, existe-t-il des fabricants de résine de polypropylène au Canada? Il m'en a sorti 3, il me cite les sources. Fait que là, j'ai pas le temps d'aller valider, mais j'ai fait copier-coller, j'ai envoyé ça à mon contact. Fait que il m'a dit, ouais, il dit, ça a fait du sens. Il dit, parce qu'il y en a une dans la liste qui dit, moi aussi, j'ai trouvé sur Google ce matin. Fait que, en tout cas, il semblerait qu'il y aurait des fournisseurs de résine plastique en Alberta, puis peut-être un autre aussi en Ontario. Fait que là, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes, québécoises qui vont essayer de se trouver des fournisseurs canadiens autant que possible, surtout pour leurs besoins, pour le marché canadien, là, en prévision peut-être des contre-tarifs qu'il y aurait aux États-Unis. Parce que là, pour l'instant, vu qu'on est dans l'incertitude, tarif contre tarif, qu'est-ce qui va arriver, dans 30 jours, tout ça, là, il y a plein d'entreprises qui sont en panique et qui se disent, hey, là, il faut arrêter de dépendre des États-Unis, soit pour s'approvisionner ou pour vendre. Fait que là, il y a plein d'entreprises au Québec qui essayent en se disant, si on ne vend plus aux États-Unis, bien là, il faut que je vende ailleurs au Canada. Mais encore, le problème, c'est que le Canada, on est 10 fois plus petit que les États-Unis. Là. Demain matin, on risque, si on ne vend plus aux États-Unis, on va peut-être avoir un surplus de production ici, là, pour certains produits. Là. Mm-hmm. Puis l'approvisionnement, ben, c'est la même chose aussi. Il y a des choses qu'on n'est vraiment pas autosuffisants. Là. Moi, les entreprises qu'on a dans la région Chaudière-Appalaches, celles qui sont dans le domaine du plastique, ben, OK, on a peut-être quelques usines pétrochimiques au Canada, mais je suis vraiment pas sûr qu'on est autosuffisant. D'après moi, on dépend beaucoup des producteurs américains. Fait que là, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui courent un petit peu partout comme des poules pas de tête.
puis je dis pas le pas de tête, mais je dis pas ça méchamment, là, je ferais exactement comme eux autres, là, tu sais. Ils sont en train d'essayer de se trouver toutes sortes de plans B, là, tu sais. Soit pour tout ce qui va être approvisionnement, ou soit pour les marchés là, à l'exportation. Là, c'est chaotique, là. C'est comme c'est ça que je ressens, là, tu sais. Ah, clairement. Clairement. Écoute, tu nous parlais au téléphone cette semaine, qu'on s'est jasé, Ouais. que oui, on entend beaucoup parler qu'il faut diversifier notre clientèle, mais que c'est pas tant si facile que ça. Diversifier nos fournisseurs, c'est pas toujours si facile. Tu en as donné Oui, un bon vraiment. exemple aujourd'hui. Écoute, c'est quoi selon toi la meilleure option? Parce que de notre bord, à Shop, on n'est pas si pire, on n'est pas encore affecté par ça. On se croise les doigts. Pour le moment, on n'est pas encore affecté, mais on va l'être éventuellement. Ben, tu vois, dans l'acier inoxydable, la manière que ça fonctionne pour les entreprises du Québec, bien souvent, ils n'ont pas le volume pour acheter des moulins, ils achètent des distributeurs. Exact. On a 6-7 distributeurs d'acier inoxydable au Québec. L'acier inoxydable, elle vient pas mal des États-Unis. Ou sinon, des fois, il y a des distributeurs qui vont détenir de l'acier inoxydable qui vient d'Asie. Tu sais. Indonésie une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Mais généralement, c'est beaucoup les États-Unis. Je sais qu'il y a peut-être quelques moulins d'acier inoxydable au Canada, mais très, très peu. Là. C'est beaucoup aux États-Unis, puis d'Asie. Fait que là, pour des entreprises comme pour laquelle où tu travailles, Francis, bien, probablement que l'acier inoxydable vient assez souvent des États-Unis. Fait que ça, si votre marché est québécois, ça ne changera probablement pas grand-chose, à moins qu'il y ait des contre-tarifs éventuellement sur l'acier américain. Là, je ne sais pas si ça fait partie du 30 milliards là, du gouvernement canadien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qu'on regarde en ce moment. Oui, parce que c'est ça. Parce que c'est sûr et certain que c'est sûr que ça pourrait impacter éventuellement. Mm-hmm. Ça pourrait impacter. Mais tu sais, l'autre chose aussi, j'ai parlé de l'exemple du plastique, mais il y a plein de choses énormément aussi pour lesquelles on n'est pas autosuffisant au Québec. Puis on l'a vu aussi durant la pandémie. Moi, là, j'ai des entreprises là, dans la région Chaudière-Appalaches qui fait. Moi, j'ai un gros fabricant là, dans la MRC de Montmagny. Là, ils ont à peu près 400-500 employés. Ils fabriquent beaucoup eux-mêmes. Ils font fabriquer des composantes aussi en Chine. Ils importent peut-être 800 conteneurs par année. Puis durant la pandémie, ce qu'on a vécu, c'est que, il y a eu un gros boost de consommation. Tu sais, à l'été 2020, là, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller nulle part. Fait que le monde se sont mis à s'acheter des 4 roues, des vélos de montagne, des spas. Ils ont rénové. Ils se sont mis à s'acheter des barbecues puis aller dans les microbrasseries. Fait qu'il y a eu un boost de consommation terrible. Puis étant donné que, mettons, quand même qu'on prendra un spa fabriqué en Amérique du Nord ou un Sidou assemblé à Valcourt, là, les composantes, ils viennent d'Asie. Là. Fait que les conteneurs, faire venir un conteneur de Chine avant la pandémie, ça coûtait 3 000 US. Pendant la pandémie, là, ça a monté à 15-20 000 US parce qu'il y avait énormément de demandes de biens de l'Asie vers ici. Les bateaux étaient pleins. Là, puis il y avait des retards. Moi, à cette époque-là, il y avait plein d'entreprises, là, comme l'entreprise de la MRC de Montmagny que je vous parle. Eux autres, ils fabriquent beaucoup ici. Il y avait dans le passé beaucoup de fournisseurs canadiens, américains. Au début des années 2000, qu'est-ce qu'il y a eu à cette époque-là? Il y a eu une grosse tendance d'aller outsourcer en Asie. Mm-hmm. Moi, à l'époque, même chez des PME 2007-2008, là, on avait organisé des missions en Chine. Je suis allé 2 fois là, avec des entreprises. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'elles se trouvent des fournisseurs là-bas parce que leurs concurrents le faisaient. Fait que s'ils voulaient rester compétitifs, ils devaient le faire aussi. Fait qu'il y a eu une délocalisation au début des années 2000 en Asie. Là, durant la pandémie, étant donné que les délais augmentaient beaucoup avec la Chine, que les coûts de conteneurs avaient explosé, il y a bien des entreprises qui se sont dit, ouais, là, dans ce cas-là, on va revenir avec peut-être nos anciens fournisseurs locaux canadiens, là, tu sais. Là, moi, mes entreprises me disaient ça en 2020, 2021. On recontacte nos fournisseurs avec qui on faisait affaire dans le passé ou avec lesquels on a encore quelques relations. On leur dit, hey, tu me produis l'équivalent d'une vanne par mois, es-tu capable de m'en produire 10? Ben, les entreprises disaient, oh, t'as peu, là, moi, je suis à côté, j'ai une demande énorme, je manque de staff, je peux pas te produire tes 10 vannes. Je t'en fais déjà une, je peux peut-être t'en faire une deuxième ou une troisième, mais pas 10.
Fait que les entreprises se sont rendues compte qu'ils dépendaient énormément de l'Asie, puis ils n'avaient pas le choix de continuer à acheter là-bas. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup, tu sais, juste le domaine des fonderies, là. Tu sais, on a une fonderie, nous autres, ici, dans Bellechasse, on en a une autre à Lillet, puis on en a une autre dans Lobinière, là. Tu sais, mais en Amérique du Nord, là, avant les années 2000, il y avait à peu près 200 ou 300 fonderies dans le nord-est d'Amérique du Nord. À l'heure où on se parle, je ne sais pas s'il en reste 60. Tu sais, il en reste peut-être un cinquième, là, à peine. Après ça, la fonderie Horn. Parce que là, c'est ça, le domaine de la fonderie. Moi, quand je suis allé en Chine, là, surtout dans mon deuxième voyage, on avait visité une ville, là, il y avait peut-être une trentaine de fonderies, si ce n'est pas plus. Les pièces de fonte puis le domaine de la fonderie, c'est beaucoup en Asie que ça se passe de nos jours. Fait que, tu sais, c'est ça. En Amérique du Nord, il y a beaucoup de choses qui ont été délocalisées qu'on ne peut pas facilement se revirer de bord aujourd'hui. T'sais. Fait que ça, c'est un gros défi. Puis c'est la même chose, là, tu sais. Bon, les fournisseurs, c'est une chose, mais les clients, c'est une chose aussi, tu sais. Il y a des entreprises, des fois, qui se disent, OK, si on ne vend plus aux États-Unis, ben on va vendre, on va voir si on ne peut pas développer des marchés ailleurs. En Europe, en Asie ou whatever. Fait que là, tu t'investis massivement dans le transport parce que là, le fret passe par bateau. Déjà, en arrivant, en faisant affaire avec des fournisseurs peu coûteux avec la Chine, l'assembler ou faire la conception au Canada, là, il faut s'en aller en Europe. Là. Il faut tout modéliser au niveau des normes et tout ça. Là. Ça, c'est pas facile. Là, ça m'amène à parler de ça. L'exportation. Un iPhone ici, là, à 2000 pièces. 15 pays. Bon, tu sais, tu mets ça dans une boîte, tu ships ça par avion si tu veux, c'est rentable d'exporter. Mais il faut penser que, tu sais, expédier un pot de miel ou un pot de produits d'érable transformés, ça peut se faire. C'est à valeur ajoutée, puis le coût de transport, ben, il va avoir un certain montant à payer, mais ça peut être rentable. Mais c'est pas juste ça, là. On prend une entreprise qui fabrique du styrofoam, là, de l'isolant comme on a une à Sainte-Marie-de-Beauce, là. Ouais. Tu remplis un camion bien plein de styromousse, là, d'isolant. Je ne sais pas si ça vaut 15-20 000 piastres. Bon, expédier un camion aux États-Unis à peut-être à 500 km, si ça coûte 2 000, mais tu as 10, 15, 20 000 de matériel dessus, le coût de transport fait du sens. Mais expédier un conteneur de styromousse, par exemple, là, à 8 000 km, tu viens de manger ta profitabilité. Il y a plein de choses que c'est impensable de mettre ça dans un conteneur puis d'expédier à 4, 5, 10 000 km puis penser être rentable. Il n'y a pas de marché. Fait que des entreprises qui fabriquent des murs préfabriqués, qui fabriquent des fois du plancher en bois, ben de valeur, là. Tu sais, les États-Unis, là, c'est un marché naturel, ils sont à côté. Le coût de transport fait du sens. Puis, tu sais, d'un point de vue culturel, puis les besoins, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est sûr et certain que, bon, il y a des fenêtres, des portes et fenêtres pour les résidences qui sont fabriquées au Québec, que la réalité du Québec est très différente de la Floride et de la Georgie, on s'entend, là. Mais tu sais, encore là, Ouais. on est à... Je prends, mettons, Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Saint-Georges est plus proche de New York que de Toronto. Exactement. Tu sais, c'est un marché naturel. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises. Moi tu sais, j'ai la chance, là, tu sais, ça fait 19 ans que je suis chez Développement PME, je te dis, Appalaches, comme conseiller chaîne d'approvisionnement. Tu sais, il y a 1000 entreprises manufacturières dans la région Chaudière-Appalaches, plus ou moins. Ben, les 19 dernières années, là, je dirais pas, tu sais, je suis pas rentré dans les 1000 entreprises, mais je suis rentré dans plusieurs centaines. Un peu partout, là, dans la région Chaudière-Appalaches, que ce soit en Beauce, Thetford, Lobinière, Montmagny, Lillet, Bellechasse, là. Fait que j'ai quand même la chance d'avoir un bon portrait dans ma tête du tissu industriel, du tissu manufacturier, puis avec mon travail, ben, je sais pas mal c'est qui les fournisseurs de ces entreprises-là, puis je sais aussi assez bien c'est qui les clients. Puis c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises. Tu sais, quelqu'un qui... Moi, je regardais les différents politiciens ou intervenants économiques là, en début février. Ah, c'est pas grave, c'est une belle occasion de se passer des États-Unis puis de trouver des marchés ailleurs. OK, good. Ça peut peut-être se faire... Ça peut peut-être... Mais oui, ça peut peut-être se faire pour 10-15% des produits. Mais il y a un 85% que... peut-être qui est exportable aux États-Unis, qui l'est pas mal plus difficilement ailleurs. C'est une question par rapport à ça. Ouais. La réalité idéologique, politique, parce que moi, je suis dans ce domaine-là.
Mais je commence à être un peu écœuré de l'idéologie. On s'en parlait justement avant d'entrer en scène. C'est pour ça que j'apprécie ma job, parce que je parle aussi à des entrepreneurs. Je vois le concret de la chose. Ouais. La coupure entre les cravatés et les entrepreneurs, elle est où cette coupure-là? Est-ce qu'il y a une communication avec les milieux d'affaires sont aujourd'hui au moins capables de rentrer en communication avec le fédéral puis le provincial pour dresser une ligne de communication qui peut dire, ben nous, nos besoins, c'est ça. Elle est où ce call-là? C'est une question très intéressante, puis j'ai une partie de réponse, justement. Tu sais, moi, bon, Chaudière-Appalaches, c'est grand, il y a 10 municipalités régionales de comté, 10 MRC. En Beauce, tu sais, la Beauce a toujours été reconnue comme étant très active et très proactive. Ben justement, tu sais, il y a déjà plusieurs semaines, le CEB, qui est le Conseil économique de Beauce, ils ont fait venir le député provincial, puis ils ont fait une rencontre avec lui là, de plusieurs heures pour le mettre en contexte, là, tu sais, puis expliquer là, l'impact que pourraient avoir les tarifs. Là, fait que je pense que ça se fait là, dans certains cas. Là. Le milieu industriel puis les intervenants économiques, ben, des fois, ils vont être assez collés sur le politique aussi, puis c'est vraiment important, là, surtout dans le contexte actuel. Je pense qu'au niveau politique aussi, je ne sais pas si tu es capable de répondre à cette question-là, mais je pense que Legault avait émis l'hypothèse que genre, des tarifs prolongés pourraient coûter jusqu'à 150, 160 000 jobs. S'il est crédible, ça va être plus, ça va être moins selon toi, ou si ça se continue? Je pense que. Ouais, je pense que c'est. Ben, ça dépend. Là, c'est peut-être possible. Mais c'est difficile pour moi de juger 100 000, 160 000 emplois, puis dans 6, 12 mois, 24 mois. Je pense que c'est vraiment une boule de cristal. Parce que, bon, tu sais, est-ce que. C'est quoi là, la game de Trump en arrière de tout ça, là, tu sais? Parce qu'on s'entend, là. Moi, à la fin janvier, je me disais, crime, Trump, là, ben, il s'était mis à parler des tarifs au mois de novembre. Je me disais, il bluffe, puis il va reculer. Parce que moi, le bonhomme, quand il a été élu la première fois, ça m'intriguait. Je voulais le connaître un petit peu plus. J'ai acheté The Art of the Deal en anglais. Les politiciens et journalistes n'ont pas lu. En fait, quelqu'un qui. Moi, je l'ai lu en février-mars 2017. Puis, tu sais, sa stratégie de négociation, là, est tout le temps la même. Tout le temps. Le gars, il frappe fort, il déstabilise les adversaires. Les adversaires paniquent. C'est le chaos. Ils ont tellement peur. Puis là, à un moment donné, ben, Trump, un peu de temps après, il se ravise. Puis, il recule un peu. L'adversaire est soulagé. Fait qu'autrement dit, tu sais, moi, je me disais, là, il martèle un 25%. Là, le monde, il panique. Finalement, il va peut-être mettre juste 5 ou 8 ou 10. Là, l'adversaire va dire, few, asti, c'est pas 25, c'est juste 8 ou 10. Tu sais. Non, c'est ça. On s'entend-tu que l'adversaire, là, c'est absurde. Mais vous l'avez dit très, très bien en passant, c'est le bon vocable pour ça. Mais comprenez-vous à quel point c'est absurde? L'adversaire, comme le Canada, on a combien au niveau? On a une centaine de points d'entrée. Et ça, c'est le bénéfice des auditeurs. Je pense que les auditeurs le savent aussi. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a autant d'entrées entre un pays. Deux pays n'ont jamais eu autant de points d'entrée. Donc, comprendre la logique réaliste là-dedans, les gens se sentent trahis, surtout peut-être dans les milieux d'affaires. Il y a des gens qui font des incorporations fédérales qui traitent avec des compagnies limitées aux États-Unis, puis ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Je pense qu'il y en a qui se sentent trahis. Et ce, même si vous avez raison, au moins, puis je leur dis, je vais persister et signer, quelqu'un qui sait lire, c'est plaisant parce que les politiciens, les journalistes disent « M. Trump est imprévisible, c'est épouvantable ». Ben, ça le prouve déjà là qu'en étant prévisible, dans son livre, il dit qu'il est imprévisible. Il y a quelque chose d'assez ironique là-dedans. Là. Moi, les dernières semaines, là, quand je voyais des gens se révolter et dire « Regarde, fuck les États-Unis, on va s'organiser, on va d'ailleurs. » Moi, non, c'est pas de même, ça marche, les amis, là. On est dépendant. Tu sais, moi, je vois toutes là, les chaînes d'approvisionnement là, dans ma tête, là. Désolé, là, mais des fournisseurs de résine de plastique, là, si on se revire tout vers la Chine parce qu'ils en font de la résine,
on sera peut-être pas plus avancé. Les États-Unis n'aiment pas la Chine. Ils voudront pas qu'on vende des produits moulés par injection faits avec de la résine chinoise, sacrifice. T'sais? Fait que la résine, on est fourré, on n'en produit presque pas au Canada. Je ne sais même pas si on produit 5% de nos besoins. T'sais. Fait que, tu sais, il faut... Il n'y avait pas eu ce problème-là aussi dans son dernier mandat, où il avait mis des tarifs à la Chine, puis finalement, la Chine envoyait des produits, je ne sais pas si c'était au Bangladesh ou au Pakistan, parce que ça revenait aux États-Unis, puis que ça évitait un peu les tarifs. Là. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps des petites façons d'essayer de contourner, mais tu sais, si on revient là-dessus, bon, là, c'est une période qui est chaotique un petit peu, puis, tu sais, bon, Trump, moi, je me disais, après avoir compris comment il fonctionnait, je me disais, tu sais, il va reculer. Fait que là, au début, les premiers jours de février, sursis de 30 jours. Moi, je me suis dit, dans 30 jours, il va remettre un sursis de 30 jours. Parce que, tu sais, moi, je me disais, en mettant, tu sais, moi, j'ai toujours cru tu sais, économie 101, c'est les gains à l'échange. Si un pays est plus productif que toi pour faire un bien, ben laisse-le faire ce bien-là, puis toi, fais d'autres choses que toi, tu es plus productif, puis on échange. Fait que moi, j'ai toujours cru à ça, au libre marché le plus possible. Puis là, ben, en mettant des tarifs comme ça, Trump, là, il pénalise autant l'économie américaine que la canadienne, là, tu sais. Parce que là, puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, il recule un peu, il remet des sursis, parce que je pense que ça grogne aussi, là. Il y a bien des entrepreneurs américains, là, que ça leur tente pas de payer plus cher, puis de toute façon, les États-Unis ne sont pas autosuffisants sur le bois d'œuvre, ni sur l'aluminium, là, tu sais. Il y a quelque chose avec Trump aussi qu'on faut ajouter, c'est que la personne est appréciable sous certains côtés, les moins. Ouais. En même temps, d'être un dirigeant d'entreprise, un milliardaire, bon, il a déjà fonctionné là-dedans. Ouais. Rassurer ses investisseurs, rassurer pas ses créanciers, pardon, mais ses actionnaires, c'est pas ce qu'il fait présentement. Non. Il y en a On le voit avec la bourse aussi. rassurer aux États-Unis. On le voit avec la bourse aussi, là, ça a craché. Là, je regardais encore le Dow Jones puis d'autres indices là, cet après-midi. Quelque part, là, il y en a qui perdent de l'argent en ce moment là, à cause de tout ça là, aux États-Unis. C'est sûr qu'il y a de la grogne là, aussi. Moi, j'ose espérer que dans les semaines, les mois à venir, là, moi, je pense que ça va prendre. Les dirigeants canadiens vont devoir s'asseoir avec les dirigeants américains, puis il ne faut pas que ça se fasse dans la confrontation, selon moi. Il faudrait qu'ils trouvent une façon constructive de travailler ensemble. Parce que, tu sais, les États-Unis, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Je ne suis pas un expert dans le domaine militaire, mais tu sais, moi, je pense que les États-Unis, on a besoin d'eux autres pour notre défense. Mhm. Parce que notre armée canadienne, je ne suis pas sûr qu'on résisterait bien des jours là, à une invasion. Il faut le rappeler, les officiers disent tous que on a de la difficulté à faire, à pas rentabiliser, mais à faire les dépenses correctement. Quand même, on injecterait une quantité massive d'argent dans le militaire pour notre protection, puis de faire comme ce que M. Trump et certains autres membres de l'OTAN désirent, c'est-à-dire avoir un 2% de PIB consacré aux militaires. Les militaires, non seulement ne peuvent pas dépenser leur budget au complet, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de militaires. Pour donner une idée, mais ils ont des tampons dans les toilettes des hommes. Ça, Oui, c'est essentiel. Mais mon chum de gars qui est un blindé, il a de la misère à avoir un canon de remplacement pour son aéroport. Il est blindé, il y a bien du cash? Non. Non. Il est dans un régiment blindé. Il est dans l'armée, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, un Léopard C2, là. C'est une aujourd'hui, là, et là, je ne suis pas un expert militaire pantoute, là. Je m'intéresse à ça, mais je ne connais pas ça tant que ça. Mais il reste qu'aujourd'hui, le militaire, c'est pas lui qui a le plus d'armes d'assaut et de munitions. Là. C'est la technologie aujourd'hui qui fait foi de tout, je pense. Là, ouais. C'est comme ça là, que ça se passe. Là, fait que, on le voit en Ukraine là, en ce moment. Là, l'armée ukrainienne, là, les États-Unis ont fourni des armes technologiques là, pour détruire des drones et des missiles. Là. C'est ça qui fait la différence. Là. C'est pas une mitraillette là, qui fait la différence là, de nos jours. Depuis Sun Tzu, si on a lu le livre de Sun Tzu lors de la guerre, il commence son livre en disant peut-être des archives, peut-être plein de monde. À la fin, il continue de dire ouais, vous n'avez pas pensé à. On a invité, devinez quoi, mesdames et messieurs, on a invité un expert en logistique, en approvisionnement.
Donc, imaginez M. Christian Tremblay avec des fantassins de la dynastie Han occidentale. Il serait dans la même conception, même si les technologies ont changé. Ben, vous le dites très bien, c'est que c'est beau avoir un volume, avoir une stratégie. Au niveau tactique, au niveau logistique, c'est tout autre chose parce que c'est du court terme. Donc, Francis revient sous peu. Ouais. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas encore. Je m'éloigne un peu, je lance des balles à gauche et à droite. On sait que les ports américains ne sont peut-être pas les ports les plus efficaces au niveau de la réception et de marchandises. C'est beaucoup genre. Il y a une très grande aversion aux innovations technologiques, l'automatisation dans les ports. Mais tu sais, genre, si les ports canadiens ou les ports ailleurs dans le monde, s'il y avait une automatisation, ou est-ce que ça pourrait permettre justement de baisser les coûts, puis genre de favoriser certains échanges avec d'autres pays qui sont impossibles à ce moment-là? Au niveau logistique, tout ce qui est transport, que ce soit le camionnage, le transport routier, ferroviaire, aérien, maritime, c'est sûr et certain que au Canada, nous autres, d'un point de vue logistique, on est désavantagés par rapport aux pays européens qui ils ont beaucoup plus d'infrastructures et ont une grosse densité de population. Nous autres, là, tu sais, là, nos entreprises au Québec, là, en Beauce ou peu importe, là, quand ils vont livrer dans le nord-est de la Nouvelle-Angleterre à Boston, puis sur les marchés de New York, on est à 600, 700, 800 km de camions. On est pénalisé par rapport à d'autres fournisseurs américains qui, des fois, sont à 100, 200 km de là-bas. Là. Nous autres, le coût de transport nous pénalise toujours au Canada. Puis là, ben, quand on embarque dans le commerce international outre-mer, ben là, les délais sont longs, puis les coûts de transport sont longs aussi. Mais, tu sais, mettons, un conteneur, faire venir un conteneur de Chine, à l'heure actuelle, je ne sais pas exactement combien ça coûte. C'est plus les 15 000 US qu'on avait durant la pandémie. Là, c'est peut-être 5, 6, 5 000 US. Mais il reste que dans le 5, 6, 5 000, une grosse portion de ce coût-là, l'automatisation des ports puis l'efficacité opérationnelle dans les ports sur le 6, 5 000, c'est peut-être quelques centaines de dollars. Mais je pense que une grosse partie du coût, c'est le transport maritime en tant que tel. Après ça, ben, il y a une portion ferroviaire parce que ce qui arrive de Chine, bien souvent, nous, au Québec, va transiter par l'océan Pacifique puis les ports de la côte ouest canadienne. Il y a Vancouver, Prince-Rupert, un peu plus au nord, au BC. Après ça, les conteneurs embarquent sur des trains intermodales entre le BC jusqu'à Montréal. Fait qu'il y a une portion train qui est quand même pas tant dispendieuse. Mais là, après ça, le conteneur qui débarque à Montréal puis qui s'en va à Montmagny ou qui s'en vient à Saint-Georges-de-Beauce ou à Saint-Damien ou à Québec, ben là, il débarque du train à Montréal. Il ne débarque pas à Charny, il débarque à Montréal parce qu'on n'a pas d'installation intermodale à Québec ou à Lévis. Fait que ça doit être mis sur un camion entre Montréal puis Lévis, par exemple. Mais cette portion-là coûte à peu près 600-700 $, le camionnage de ce conteneur-là. Fait que c'est quand même une grosse portion du coût, là, ça. Fait que, tu sais, si on fait le découplement là, des coûts logistiques d'un conteneur outre-mer, ben, tu sais, une grosse partie du coût, selon moi, c'est la portion transport maritime qui est faite sur le bateau, là, tu sais. Sur un 6 000 $ de coût, ben, il y a peut-être 4 000 $ de frais maritimes. Le reste, ben, c'est la portion camion entre l'usine au point d'origine jusqu'au port en Chine. Après ça, bon, il y a la portion maritime qu'on a parlé. Après ça, il y a peut-être un autre 1 000 $ d'opération portuaire plus camionnage là, qui est fait au Canada. Là, quelque chose comme ça. Là, okay. Y a-t-il encore des problèmes? Parce que je pense que dans la pandémie, il y avait beaucoup de conteneurs qui arrivaient, mais qui ne repartaient pas. Donc, il y avait une accumulation de conteneurs. C'est-tu encore un problème? Ben, il y a toujours un débalancement parce que il y a toujours un gros débalancement de conteneurs parce que nous autres, en Occident, là, ici, là, en Amérique du Nord, on a beaucoup de conteneurs qui partent de Chine plein, qui arrivent ici, mais ils retournent vides des fois de ici en Chine parce qu'on n'a pas grand-chose à envoyer en Chine. Là. Il y a un gros débalancement de ce côté-là, mais dans la pandémie, c'était gigantesque. C'est gigantesque. Mais je pense que, tu sais, il va tout le temps y en avoir un, là. Yeah. Une autre portion de ton expertise qu'on a moins parlé, hein,
C'est qu'est-ce Oui. que tu en es avec le recrutement que Bon. tu as commencé récemment? Ben, moi, c'est ça, Ben, ouais. récemment, entre guillemets. Ouais. Tu sais, je me demandais l'impact, mettons, si tu avais à conseiller une entreprise Oui. qui a beaucoup d'approvisionnement international, Oui. c'est quoi tu y recommanderais comme type d'acheteur, mettons? Quel genre de profil? Oui. Tu parles de recrutement, là. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, comme j'expliquais, je suis consultant dans le domaine manufacturier depuis 2006, bientôt 19 ans. Puis autour de 2011, ben, le hasard a fait qu'il m'avait pogné une bulle. Moi, quand j'ai découvert LinkedIn en 2009, je me suis dit, crime, c'est bien hot. C'est comme Facebook, mais pour les professionnels. Moi, à ce moment-là, ben, ça faisait 3 ans que j'étais consultant. Puis, moi, si je veux garder ma job à chaque année, il faut que j'amène des revenus, là, tu sais. Fait qu'à l'époque, le téléphone ne sonnait pas tant que ça pour mon expertise au niveau achat et approvisionnement. Fait que je me suis dit, crime, plus que je vais me faire connaître, plus que je vais m'assurer d'avoir une job. Tu sais. Fait que j'ai misé là-dessus. J'ai commencé à me connecter avec plein de professionnels en gestion manufacturière dans la région. Des acheteurs, mais aussi des gens en logistique, transport, des propriétaires d'entreprises, puis plein de dirigeants, là, que ce soit en comptabilité, marketing, RH, ingénierie. Puis je me connectais avec des gens un peu partout au Québec. Fait qu'à un moment donné, ben, j'avais énormément de contacts. Puis en 2011, à un moment donné, j'ai une entreprise de la Rive-Sud de Québec qui m'appelle. C'est une vice-présidente là-bas. Elle dit, Monsieur Tremblay, elle dit, on a un problème. Elle dit, nous, on cherche un acheteur, ça fait 3 mois, puis on ne trouve pas. Elle dit, c'est un de mes collègues dans le département achat qui m'a dit de vous contacter parce que ça a l'air, vous connaissez beaucoup de monde parce que vous êtes consultant dans ce domaine-là. Fait que là, elle dit, on cherche un acheteur, mais elle dit, pourquoi que c'est difficile, là? Elle dit, je vais faire une confidence. Ben, elle dit, c'est parce que c'est pour remplacer un congé de maternité d'1 an. Fait qu'on a beau afficher, mais ça intéresse personne. Fait que j'ai dit, ouais, trouver un acheteur bilingue en partant, ça court pas les rues. C'est des professions qui sont pas tant connues, puis il manque de monde là-dedans depuis très, très longtemps. Il y a énormément de jobs, là, que ce soit en gestion du transport logistique, puis approvisionnement achat. Puis, fait que là, ben, la madame, elle me dit, pourrais-tu connaître des gens? Hey, j'ai dit vite comme ça, non. Puis j'ai dit, pour remplacer un congé de maternité d'1 an, encore moins. J'ai dit, écoutez, quand on va raccrocher tantôt, j'ai 2000 contacts LinkedIn, je vais faire une petite publication. Une entreprise de la Rive-Sud de Québec à 30 minutes des ponts recherche un acheteur bilingue pour remplacer un congé de maternité. Je lui ai dit, on verra, tu sais. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a appelé dans la demi-heure suivant ma publication, puis il y avait de l'intérêt. C'était un monsieur qui approchait la retraite. Il restait à peu près un an à travailler. Fait que c'était trop parfait. Fait qu'à partir de là, ben, j'ai eu un déclic, puis j'ai commencé encore à monter plus mon réseau. Puis là, ben, suivant cette publication-là, il y a des entreprises dans les semaines suivantes qui avaient vu ça, puis qui se sont mis à m'appeler. Hey, Christian, nous autres aussi, on cherche quelqu'un. On est à Saint-Odilon, puis regarde, on cherche un technicien logistique transport, on ne trouve pas. Peux-tu me faire une publication? Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis là, l'autre phénomène qu'il y a eu, c'est qu'il y avait des professionnels dans la région, dans cette période-là, qui me contactaient. Hey, Christian, j'ai vu ta publication l'autre jour. Hey, moi, je te dis ça de même, là, parle-en pas, garde ça pour toi, mais moi, je suis acheteur à telle place, ça fait 7 ans, puis regarde, je te dirais pas que je suis malheureux, mais je suis pas heureux non plus. J'ai pas les augmentations de salaire que je voudrais, puis j'ai pas de possibilité d'avancement. Fait que si tu vois de quoi, dis-moi-le, mais je suis pas pressé. À un moment donné, ben, il y a une entreprise qui m'appelle 4-5 jours après, ils cherchent un acheteur. Fait que j'ai mis ensemble, puis ils l'embauchent. Fait que là, je voyais vraiment que j'avais quelque chose entre les mains. Puis à partir de là, ben, là, les années avançaient un petit peu, puis là, ben, les bébés boomers commençaient à prendre leur retraite. Fait que de fil en aiguille, ben, j'avais de plus en plus de demandes. Puis là, ben, j'ai commencé à charger des petits montants, mais beaucoup moins cher que la majorité des chasseurs de tête à l'époque, parce que mon énorme réseau me permettait d'être ultra rapide, ultra efficace. Fait que ça m'a emmené autour de 2020 à peu près à commencer à faire des mandats à mon compte. Puis je me suis créé une compagnie. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je suis toujours consultant pour des PME dans la région Chaudière-Appalaches. Puis je fais beaucoup de recrutement pour des PME dans la région Chaudière-Appalaches au niveau manufacturier, chaîne d'approvisionnement. Mais j'ai aussi recrutement Christian Tremblay, puis je fais de la chasse de tête partout au Québec, dans tout plein de domaines. Et vraiment pas juste au niveau manufacturier. C'est rendu que, tu sais, depuis 2 ans, où ce que j'ai énormément de demandes, c'est tout ce qui est estimateur, chargé de projet, que ce soit en milieu industriel, construction, génie civil, génie électrique. J'ai beaucoup de demandes aussi en comptabilité, là, des postes de contrôleur des finances, directeur, VP finances, des postes en RH aussi. Fait que là, c'est ça. Je suis rendu avec des clients partout au Québec. Puis c'était comme ça qu'on s'était connus aussi, Christian et moi. Il m'avait approché pour un poste chargé de projet à l'époque dans une autre entreprise. Finalement, ça n'avait pas fonctionné, mais les premiers contacts entre Christian et moi avaient commencé de même.
Mais, pour revenir à la question, écoute, un acheteur stratégique présentement, Oui. il aurait du fun anti-péché, mais c'est compliqué. Là. Ben, c'est compliqué, mais oui, ils ont des gros défis. Là, parce que, tu sais, regarde, une entreprise manufacturière, mettons, qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, tu sais, 10 millions de chiffre d'affaires, c'est pas une grosse entreprise. Mais bien souvent, il va y avoir juste un acheteur dans l'entreprise. Mais on s'entend-tu que, tu sais, quand une entreprise fait 10 millions de chiffre d'affaires, les approvisionnements, là, ça va à peu près... on va parler de, tu sais, pour 10 millions de chiffre d'affaires, là, la somme de l'argent dépensé pour les achats approvisionnement va être autour de 4,5 millions. Là. Ça veut dire que 40-45% du chiffre d'affaires, là, c'est des achats. Ça veut dire que le seul acheteur dans l'entreprise, là, ben 40-45% du chiffre d'affaires passe entre ses mains. Fait que c'est d'affaires à bien gérer parce que ça peut faire la différence sur la profitabilité. Là. Puis tu sais, je t'ai déjà raconté, hein, Francis, il m'est arrivé souvent de voir des entreprises là, aller passer une petite heure avec les gens aux achats ou les dirigeants d'entreprise, leur poser quelques questions sur leurs approvisionnements, qu'est-ce qu'ils achètent, où est-ce qu'ils l'achètent, comment ils l'achètent. Puis je me rends compte des fois qu'en faisant quelques petits changements, ils pourraient aller sauver des 50, 100, 200 000. Là. Des niaiseries des fois. Là. Puis des fois, là, c'est que l'entreprise, là, elle connaît juste 2 fournisseurs. Puis en la challengeant un peu, je leur dis, hey, il y a un peu des fournisseurs de ça au Québec, là, il y en a bien plus que 2, là, il y en a 6, 7, là, tu sais, puis tu ne demandes pas des prêts ailleurs des fois. Ah ben là, moi, je connais juste ces 2-là. Hey, t'as peu, là, demande des soumissions, là, fais venir les représentants de ces compagnies-là. Ils sont tous payés à commission, ils veulent tout vendre. Ils veulent tout te vendre, là, tu sais, là. Puis bon, des fois, tu vas, en jasant avec des fournisseurs, tu vas te rendre compte que pour toutes sortes de raisons, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Ils ont des plus gros pouvoirs d'achat. Ils peuvent te vendre peut-être ce que tu as besoin, exactement à même qualité égale, délai égaux, service égaux, mais peut-être 5, 10, 15, 20% moins cher. Il faut que tu fasses jouer la concurrence. T'sais. Ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas ça. Moi, à un moment donné, j'étais dans une entreprise en Beauce qui fabrique des produits X là, que je nommerai pas, mais il y avait là-dedans des renforts de métal, bien niaiseux, là, qui peuvent être faits par plein d'entreprises qui font du mécano soudé. Puis là, j'ai dit, vous en achetez pour $1 million par année. Là. On parle d'une grosse entreprise. Là. J'ai dit, Colin, demandez-vous des soumissions une fois par année à d'autres là, qui font du mécano soudé. La personne aux achats me dit, Christian a dit, écoute, ça fait 4-5 ans qu'on fait affaire avec eux autres. On se casse pas la tête. Ils sont à 10-15 minutes. Ça va tellement bien que, regarde, autrement dit, ils ne challengeaient pas. Mais là, j'ai dit, attendez un peu, là. C'est une famille d'achats d'importance pour vous autres. Puis ça, là, j'ai dit, c'est une commodité, là, carrément. C'est peu transformé. Il y en a plein qui peuvent faire ça. Tu sais, j'ai dit, moi, je suis convaincu que là, tu me dis que tu en achètes pour $1 million par année, mais je suis convaincu que tu trouverais des entreprises pas trop loin qui pourraient te faire exactement ça, mais peut-être pour 10-15% moins cher. Fait que là, elle dit peut-être, mais elle dit encore là, elle dit ça va tellement bien que quand même tu m'en trouverais un 10% moins cher, je ne sais même pas si on changerait. Je dis, t'as d'un peu, là. Le travail d'un acheteur, c'est que des familles d'achats d'importance comme ça, tu demandes des soumissions. Mm-hmm. Puis, tu n'es pas obligé de changer, là, mais t'as peu, là. T'sais, ton fournisseur actuel, là, supposons que tu trouves un de ses concurrents qui te vendrait la même quantité, mais 850 000 dans l'année au lieu d'1 million. Christy, c'est toujours bien 150 000 de moins. Là, j'ai dit, ce que tu fais, tu n'es pas obligé de changer de fournisseur, mais au moins, tu pognes ça, cette info-là. Tu appelles ton fournisseur, tu dis, écoute, bien, hey, nous autres, on fait affaire avec toi, ça fait 5 ans, on est super contents, ça va bien. Mais là, on a un de tes concurrents, là, ça fait 2 ans qu'il est après nous autres, là, puis là, il voulait faire des soumissions. Fait que là, le boss, il dit, garde, fais-le venir, là, on va l'écouter. Puis là, finalement, là, il nous a fait une soumission, puis ce qu'on achète de toi, là, il est exactement capable de nous faire ça, mais pour 150 000 de moins par année. Là. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Un usinage qui fait au niveau de la soumission, bon, ça a toujours été de même, ça fait 5 ans qu'on a le même fournisseur. Puis même 650 000, on dirait, est-ce que, puis là, je ne veux pas généraliser, mais les industrieux, les industriels québécois, est-ce qu'ils sont plus frileux à devoir changer de fournisseur en raison de cette espèce de familiarité-là, ou pas cette complaisance, mais ce confort en disant ça a toujours été de même? Oui, malheureusement, là, c'est beaucoup ça qui se passe. Là. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises là, que c'est la première des choses qui me saute aux yeux.
ils font pas assez jouer la concurrence. Puis là, il y a de l'argent à sauver. Hey, imagine-toi, là, si tu es capable de trouver un fournisseur qui est capable de te vendre la même chose pour 150 000 de moins par année, on s'entend-tu que le 150 000 que tu vas sauver, c'est du profit net? Il faudrait que ton entreprise augmente les ventes de 1,5 million pour aller chercher à peu près 150 000 de profit. Puis augmenter les ventes d'1,5 million d'une entreprise qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, là, c'est de la peau en tabarouette. Là. C'est de la job. C'est de la job. C'est Puis 3 projets de demande plus, des efforts. dépendamment. Ouais. Hey, non, tu sais, l'argent sauvé aux achats, là, c'est facile. Puis ça, là, écoute, ça fait 19 ans que je suis consultant dans ce domaine-là. J'ai rentré dans plein d'entreprises. Puis Christy, c'est rare que je rentre pas quelque part puis qu'au bout d'une heure, j'ai pas mis le doigt sur une petite affaire pour sauver, dans le pire des scénarios, 25 000. Là, puis des fois, c'est 50, 100 000. À un moment donné, au mois de février, il y a un an, j'étais dans une entreprise qui donne beaucoup d'usinage en sous-traitance. Puis, l'entreprise en question, elle utilisait un fournisseur dans son village. Fait que là, j'ai dit, crime, vous donnez pour 300 000 de sous-traitance dans l'usinage par année. J'ai dit, avez-vous plusieurs fournisseurs? Elle dit, on n'en a rien qu'un. Hey, j'ai dit, des ateliers d'usinage là, dans la région Chaudière-Appalaches puis Québec, il y en a des dizaines. Est bonne, si ma compréhension est bonne de ce que vous me dites, c'est la conséquence du manque d'acheteurs s'il y a une forme de... Non, c'est pas juste le manque d'acheteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont, c'est plate à dire, sont pas bons, là. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont pris sur le tas, qui n'ont pas de formation là-dedans. Puis, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. La priorité numéro 1 d'un acheteur, c'est de s'assurer que l'usine manque de rien, puis que la production produise, puis que le client soit livré. Ouais, souvent, malheureusement, ceux qui apprennent sur le tas se retrouvent dans un rôle un peu d'adjoint administratif aux achats. C'est-à-dire, ils font des PO d'achat, puis c'est tout. Là. Exactement. Puis ça, je pourrais passer le reste de la soirée à raconter des exemples comme ça, les gars. Là. Mais non, c'est ça. C'est que mon entreprise l'année passée, moi, j'ai dit, hey, votre famille d'usinage, là, 300 000 par année, vous avez juste un fournisseur. Vous ne demandez pas des soumissions ailleurs, des fois. Là, l'acheteuse me dit, elle dit, Christian, elle dit, c'est parce que le propriétaire de l'entreprise, c'est son ami, le propriétaire de l'atelier d'usinage. Ouais, mais j'ai dit, attends un peu, là. J'ai dit, ça, je comprends ça. J'adore l'amitié. Puis c'est bien correct d'encourager. C'est bien correct d'encourager une shop dans ton village. Ça, je comprends ça. Mais j'ai dit, moi, là, je demanderais quand même des soumissions ailleurs. OK? Tu pognes ta liste de SKU que tu achètes, puis tes specs, tu vas en soumission avec 4-5 autres. Puis si les 4-5 autres, les prix unitaires sont sensiblement les mêmes, mais calvaire, tu restes avec ton fournisseur, puis ça s'arrête là, ton chum, là, tu sais. Mais moi, j'ai dit, vous devriez quand même demander des soumissions ailleurs. Puis si tu te rends compte qu'il y a des fournisseurs qui seraient tous 20% moins chers, moi, je veux juste que tu dises à ton boss, hey, écoute, là, t'encourages ton chum depuis des années, fine. Mais bon, on achète pour 300 000 par année. Savais-tu qu'on pourrait acheter exactement ça pour 250 000 avec plein d'autres? Es-tu conscient que pour encourager ton chum, on paye 50 000 de trop par année, peut-être même 60, 70? Ça, j'ai dit, toi, en tant qu'acheteur, ça, c'est la job que tu dois faire. Faut que tu le fasses, parce que c'est une famille d'importance là, chez vous. Là. Puis, quand que le propriétaire d'entreprise sera conscient, ben, tu auras fait ta job. Mais j'ai dit, il n'y a rien qui empêcherait le propriétaire de l'entreprise à appeler son chum et dire, hey, écoute, nous autres, on fait affaire avec toi, puis on est amis, on t'adore, mais ma responsable des achats a quand même fait sa job parce que je la paye 80 000 par année pour faire ça, whatever. Là. Elle se rend compte que notre besoin d'usinage, là, on aurait plein de fournisseurs qui nous feraient ça à 20% moins cher. Là, toi, là, es-tu capable de faire quelque chose? Là? Au lieu de te dire que je te flush et je m'en vais ailleurs, parce que, tu sais, pour des raisons de rentabilité et de compétitivité, si toi, tu payes 50, 75 000 trop cher de ton usinage par année, c'est tes compétiteurs qui sont avantageux. Fait que ça, il faut être conscient de ça. Fait que moi, dans ce cas-là, le propriétaire de l'entreprise pourrait dire à son chum, garde, moi, je t'en achète pour 300 000 par année. Là, je me rends compte que je pourrais trouver exactement ce qu'on a besoin pour 240, 250 000 par année. Ben, es-tu capable de faire quelque chose? Parce que, tu sais, moi, je vais changer, là, tu sais. Moi, ce que j'ai dit à la personne aux achats, je suis convaincu que son fournisseur, son chum, là, il va dire, hey, non, je ne veux pas te perdre, regarde, m'a te baisser. Je ne peux pas te baisser à 240 000 par année, mais m'a te faire ça à 260. Mais Christy, vous allez toujours bien avoir économisé 40 000. 40 000 de profit net. Fait que ça, là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas bien l'offre assez, ils ne font pas assez jouer la concurrence.
Puis des fois, l'autre problème aussi, c'est qu'il y a bien des entreprises qui ne sont pas au courant de la fluctuation du prix des matières. Moi, j'ai vu souvent des entreprises qui achetaient des produits d'aluminium. Puis l'aluminium d'une année, ça peut avoir des fluctuations de 5, 10, 15, 20, 30%. L'acier inoxydable, l'acier ordinaire, le bois d'œuvre. De caoutchouc, à un moment donné, j'étais dans une entreprise qui fabrique des bottes de travail il y a 12, 13, 14 ans. Ils achetaient beaucoup de caoutchouc pour les semelles. Ils en achetaient pour $1 million par année. J'ai dit à l'acheteur qui était en poste depuis 2 ans, j'ai dit « Hey, ton caoutchouc, j'ai dit est-ce que tu suis le prix du caoutchouc pas mal à tous les mois sur le web? » Il dit « Non. » Il dit « On peut suivre ça. » J'ai dit « Oui. » J'ai donné une source. On sort le graphique. J'ai dit « T'en achètes pour combien par année? » Il dit « Ça fait... il dit « On achète pour $1 million à peu près, mais il dit « On a un bon fournisseur. » Il dit « Ça fait 3 ans qu'on paye le même prix qu'on n'a pas eu d'os. » Je monte le graphique, j'ai dit « Check ça. » Les 8 derniers mois, le prix a baissé de 30%. Et j'ai dit, tu me dis que tu payes le même prix qu'il y a 8-9 mois. Ah non, il dit 3 ans, 4 ans. Ben là, j'ai dit, tu te fais avoir depuis 9 mois, là. Mhm. Il dit, ton fournisseur, lui, il te transforme un petit peu, mais sa matière première, il la paye 30% moins cher à peu près depuis 9 mois. Il t'avait exactement le même prix, tu ne l'as pas challengé. On ne parle pas de test pas de test de pureté, on ne parle pas de lingots d'or, mais il y a des polymères, des commodités. Ouais. Hey, même affaire, la résine de plastique. J'étais dans une entreprise de la Beauce il y a 13-14 ans encore. Il achetait plein de pièces de plastique. Puis on était en 2011. Puis elle dit, on a un fournisseur, ça fait 4 ans qu'on est avec, puis on n'a jamais eu de hausse. C'est un bon fournisseur, il ne nous a pas monté de prix. Je regarde ça, j'ai dit, j'espère qu'il ne vous a pas monté de prix. J'ai dit, check, tu dis que vous faites affaire avec ce fournisseur-là depuis 2007? Mais j'ai dit, checkez le graphique. J'ai dit, en 2007, le prix était élevé. 2008, fin 2008, il y a eu un crash. Il y avait eu une récession. Le prix des matières plastiques avait droppé de 40-50%. Puis en 2009-10, il était très bas. 2011, au moment que j'étais dans l'entreprise, c'était à peine si ça avait augmenté un petit peu par rapport à 2010, mais c'était encore 35-40% de moins qu'en 2007. J'ai dit, regarde, la pièce de plastique que tu achètes, mettons qu'elle vaut 1 pièce. Probablement que la valeur matière première, initialement, c'était 50%. Mettons 50 cents de résine de plastique en 2007 que tu avais dedans. Mais là, aujourd'hui, là, c'est plus 50 cents de résine de plastique que tu as dedans parce que ça a baissé de 40%. On est 40% moins cher qu'en 2007. 40% de 50%, ben j'ai dit, ta pièce, au lieu de la payer 1 pièce, c'est peut-être 75 cents que tu devrais la payer aujourd'hui. Fait que multiplié par tout ton volume depuis 3 ans, tu as payé des dizaines de milliers de dollars de trop, là, tu sais. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, Francis, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises que les gens aux achats, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais je dis juste qu'ils ne connaissent pas les bonnes stratégies et les bonnes astuces. Mm-hmm. Puis à cause de ça, les entreprises, ils passent à côté d'économies potentielles de dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Fait que ça joue sur leur profitabilité. Puis, tu sais, il y a des entreprises, ça va très bien. Là, j'ai en tête un de mes clients à Saint-Anselme, là, une entreprise de 200 quelques employés. Ils ont une belle équipe aux achats. Puis d'ailleurs, je leur ai trouvé des acheteurs stratégiques les dernières années, puis encore un récemment. Ces gens-là sont hyper compétents. Là, mais on parle d'acheteurs stratégiques qui vont gagner dans les 80-100 000. Là, mm-hmm. Ben ceux-là, ils connaissent les stratégies que je vous parle depuis 15-20 minutes, là, ils connaissent eux autres. Là. Si on va chez Prévost, ici à Sainte-Claire, les acheteurs stratégiques qu'il y a là-bas, il n'y a pas de trouble, ils connaissent ça. Ceux chez IPL aussi. Mais c'est quand on arrive dans des PME de 20, 30, 40, 100 employés, là des fois, les autres, ils se disent hey, « Moi, je n'ai pas les moyens de me payer un acheteur à 90 000 par année. » Moi, ça arrive souvent, là. Tu sais, ben, vu que, bon... au Québec, là, dans la région Chaudière-Appalaches, pour le recrutement au niveau chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas personne qui a un réseau comme moi et qui fait autant de mandats que moi. Puis même au Québec, là, au niveau chaîne d'approvisionnement, vu que je suis consultant là-dedans, ben, j'ai un énorme réseau. Je connais les salaires. Là, puis des fois, il y a des entreprises de la région qui me contactent. « Hey, Christian, je vois que tu fais du recrutement dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Hey, là, nous autres, là on est rendu, là, je pense qu'il faut qu'on s'embauche un acheteur de niveau stratégique. » Fait que là, ben, ils me font venir, on jase. Puis là, à un moment donné, j'ai encore en tête une entreprise il y a un an et demi. Elle me dit, ouais, là, Christian a dit, là, elle dit, on est vraiment rendu à avoir quelqu'un de haut niveau dans l'équipe. Good. Faisait 15 minutes, je jasais avec la propriétaire, le directeur RH, le directeur achat.
Là, elle dit, garde, nous autres, elle dit, on s'approvisionne aux États-Unis, au Canada, quand même en Chine aussi, puis on exporte aux États-Unis. On a déjà 3 acheteurs dans l'équipe, mais là, on veut un acheteur stratégique. Good. Fait que ça faisait un bout qu'on parlait. Là. Fait que là, j'ai dit, OK, maintenant, ce que vous avez besoin, là, je sais combien ça vaut. C'est quoi que vous aviez en tête comme fourchette salariale? Ben, elle dit, on pourrait aller jusqu'à 70 000. J'ai fait exprès de figer et de ne pas parler pendant 4 secondes. Ouf, là, j'ai dit, on a un problème. J'ai dit, à 70 000, je ne suis même pas capable de trouver des acheteurs de niveau intermédiaire. J'ai de la misère à trouver des acheteurs limite junior de nos jours. Là. Ce que vous avez besoin, que vous me dites là, depuis 20-30 minutes, là, ça vaut minimum 75 000 par année, puis jusqu'à 95-100 000. Là, t'sais. Oh là, elle dit, on n'a pas les moyens de se payer ça. J'ai dit, c'est plate à dire, mais vous n'avez pas les moyens de ne pas vous payer ça. Parce que, tu sais, cette entreprise-là doit faire un chiffre d'affaires peut-être de 25-35 millions par année. Ils doivent avoir des dépenses annuelles d'achat de 12-15 millions. Puis, tu sais, là, un bon acheteur stratégique, là, il va peut-être te coûter 20 000 de plus que ce que tu pensais il y a 15 minutes, là, mais il va te faire sauver peut-être 500 000 à 1 million facilement. Ça, je veux dire, dans la semaine, il est payé quasiment. Oui, mais ça, là, c'est un combat que j'ai avec plusieurs entreprises dans la région, là, souvent. Tu as encore une entreprise du coin de Saint-Georges l'automne passé. Je viens près de me choquer dans ce temps-là. Là, je le connais, le marché, là, puis des fois, il faut que je prenne des grandes respirations là, parce qu'il y en a encore qui se passent en 1992, on dirait. Là. Ah, ça, exact. Je regarde l'heure avancée. Oui. Je sais que tu avais une fin de ton côté. J'aurais peut-être un petit dernier sujet. Vas-y. Puis en plus, c'est une entreprise de la région. Oui. Le groupe mondial. Oui. Avec sa description du lean environnemental qui arrive à sauver de l'argent. Grosso modo, pour ceux qui ne comprennent pas la nuance entre le lean ordinaire et le lean environnemental, c'est qu'il inclut tout ce qui est perte énergétique aussi au travers. C'est pas juste les pertes de productivité ou les pertes au niveau du cours du matériel, de faire du gaspillage. Ils prennent aussi en compte le gaspillage d'énergie. C'est pas juste le gaspillage de temps, de transport ou de matériel. Oui. Puis Groupe Mondial, c'est mon ami Louis Velieux. Là. Tout le monde connaît Louis, puis c'est un chic type, puis c'est un maniaque d'auto comme moi. Puis j'y parle à l'occasion. Puis Louis, à un moment donné, il y a 2-3 ans, il avait fait une publication sur les médias sociaux, puis c'était vraiment drôle. Là. C'était sa mère qui lui avait dit à un moment donné Hey Louis, t'auras bien beau conquérir l'univers, mais ça va te donner quoi si à un moment donné on manque d'air, en voulant dire, il faut faire quand même aussi attention à l'environnement. Tu auras bien beau venir monter un empire, mais si à un moment donné, tu n'es plus capable de respirer, ça va te donner quoi, tout ça? À partir de là, il dit ça l'avait sonné un petit peu, puis Louis, il a beaucoup le focus sur le côté quand même environnemental et tout ça. Là. Fait que, tu sais, évidemment, je ne suis pas du tout surpris qu'il est très en avance, là, lui, par rapport à beaucoup d'autres entreprises, justement, au niveau du développement durable. Mm-hmm. Puis le développement durable, moi, tu sais, j'anime un cercle d'échange pour les professionnels des achats depuis 2008. Puis à chaque année, moi, on a 4 avant-midi rencontres. Moi, à chaque année, je leur propose 10-12 sujets. Bon, les amis, c'est quoi vous voulez qu'on entende parler cette année? Recherche de fournisseurs, comment faire des ententes annuelles, comment négocier avec les fournisseurs, c'est quoi des partenariats fournisseurs? Bon, on imite l'intelligence artificielle, les outils pour gérer les achats, la technologie, l'approvisionnement international. Puis je leur propose tout le temps le développement durable, tu sais, tout ce qui est approvisionnement responsable. Puis à chaque année, l'approvisionnement responsable puis le développement durable est jamais sélectionné. Écoute. Une question par rapport à ça qui s'approche un peu du développement durable puis de l'environnement. Oui. Sans vous mettre trop dans l'eau chaude, mettons, vous pouvez ne pas répondre à la question. Et compte tenu de l'actualité, qu'aurait dû faire Northvolt dans une condition où soon, on est jeudi le 13, on a entendu la protection de la faillite en Suède se saisir de l'affaire. Northvolt a fait un petit article là-dessus. Ça n'a pas été tellement surprenant, mais qu'aurait dû faire Northvolt dans les conditions qu'ils étaient placés, en termes de logistique, du moins dans votre champ de compétences? Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça, mais je pense beaucoup que, tu sais, développement durable, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui, tu sais, bon, je me rappelle, tu sais, je suis pas un expert là-dedans, mais tu sais, bon, 2035, là, les pays s'est entendu pour éliminer l'énergie fossile dans les véhicules puis électrifier tous les transports.
Bon, ça fait quand même 5, 6 ans, 7 ans qu'on entend parler de ça. Puis, bon, je pense que les Québec, à un moment donné, ils se sont dit, hey, nous autres, là, on produit de l'hydroélectricité. On est la meilleure place en Amérique du Nord pour électrifier les véhicules. Puis, bon, là, ils ont décidé d'investir, même le gouvernement du Québec a investir dans la filière batterie et tout ça. Puis là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme un recul là, au niveau de l'électrification des transports. Même si c'est rendu que les pays occidentaux, ils se disent « Ouais, la cible de 2035 est peut-être pas tant réaliste. » Puis là, il arrive un gars comme Trump que lui, il dit hey, « Non, on va exploiter notre gaz naturel, on va exploiter notre pétrole. » Puis l'électrification des transports, correct, là, mais non. Tu sais, fait que là, il y a comme un... C'est comme s'il y avait une espèce de désintéressement sur l'électrification. Là. Tu sais, il y a comme un recul, puis la vente de véhicules, la demande de véhicules électriques a clairement chuté. D'ailleurs, 6 derniers mois, là, tu sais, que... juste pour revenir un peu en arrière, avant, il y avait aussi l'intérêt pour l'hydrogène vert. Ouais. On n'entend plus parler de ça du tout. Je ne sais pas si... Il y a des fournisseurs qui... Mais le Japon a signé une entente d'approvisionnement de GNL avec l'Alberta. Oui, c'est ça, j'ai pogné ça aussi hier ou ce matin, ouais. Mm. J'ai pogné ça. Fait que là, tu sais, là, on est pogné avec Lyon Électrique qui ne marche pas. Norvolt, ça sent à la fin beaucoup. Bon, écoute, puis c'est ça. Fait que c'est pas évident, là. C'est pas évident. Écoute, pour prendre l'exemple de Norvolt, peut-être conclure là-dessus de ton côté, Christian. On va continuer les trois un petit peu de notre bord, mais je sais que tu avais un arrêt à un moment donné dans ta soirée. D'essayer de créer une chaîne d'approvisionnement de toutes pièces, comme le gouvernement a essayé en moussant Northvolt a pu finir, c'est pas aussi facile qu'il le pense. Je pense que c'est pas facile. Extrêmement complexe. C'est complexe, puis c'est risqué, là, tu sais, puis c'était peut-être pas nécessairement mauvais à la base, là, mais on voit que c'est risqué là, d'avoir investi là-dedans, là, peut-être. Là. Comme le dit notre ami Joe Hamel, des gens qui ne sont pas capables de gérer des traversiers ne devraient peut-être pas gérer des chaînes d'approvisionnement. On devrait peut-être plus laisser le privé, mais en tout cas, je ne sais pas. Exactement. Écoute, avant qu'on se quitte, je voulais quand même peut-être de dire aux auditeurs s'ils veulent, qu'ils peuvent te trouver sur LinkedIn. Oui, Christian Tremblay, LinkedIn. C'est super facile, je l'ai fait pendant qu'on est en train de parler. Je veux dire, je t'ai trouvé et que je vais t'ajouter après. Mais s'il y a des gens qui qui cherchent un emploi. Mais attendez un peu, là, LinkedIn, moi, il n'y a pas une semaine que les gens me disent « Ah, Christian, moi, je ne suis pas sur LinkedIn, je ne me cherche pas de job. » Attendez un peu, là. LinkedIn, oui, OK, là. Ça ressemble à un gros CV public là, de plein de monde connecté. Mais LinkedIn, écoutez bien, là. Ça peut être vraiment utile pour s'instruire. Moi, là, j'ai comme plus beaucoup le temps de lire les journaux, mais je m'instruis avec ce que je vois passer sur LinkedIn, surtout dans mon domaine. Puis à un moment donné, ben, tu sais, comme Warren Buffett disait, si tu connais pas les bijoux, connais le bijoutier, là, tu sais. Moi, à un moment donné, là, j'ai déjà une entreprise, il y a quelques années, qui m'avait contacté, il me disait, Christian, nous autres, on aurait un fournisseur potentiel au Bangladesh, on aimerait ça aller le rencontrer. Il faudrait aller le qualifier. Mais elle dit, on a un problème. C'était la propriétaire de l'entreprise qui me disait ça. Elle dit, dans notre entreprise, là, qui est apte à aller qualifier ce fournisseur-là pour du textile au Bangladesh? Elle dit, il y a moi, puis il y a mon acheteuse. On est 2 femmes. Elle dit, nous autres, notre problème, c'est qu'on s'est fait dire que des femmes d'affaires au Bangladesh, c'était très mal vu, puis même que c'est peut-être dangereux, tu sais. Fait que là, elle dit, on n'ose pas trop. Puis elle dit, on ne peut pas envoyer d'hommes qui travaillent dans notre compagnie. Ils ne connaissent pas les requis et les besoins. Tu sais. Fait que, puis ça, ben, dans le fond, je m'étais fait poser la question lors d'une rencontre d'un de mes cercles d'échange où est-ce qu'on parlait d'approvisionnement international. Je pense à l'automne 2014 ou 2015. J'avais fait venir un conférencier qui avait voyagé dans 80 pays et qui faisait du sourcing. Lui, tu as un besoin, tu te dis, hey, moi, mon besoin, là, j'achète telle quantité par année. C'est où sur la planète les meilleurs fournisseurs au meilleur prix et au meilleur, tu sais, tout ça. Fait que la personne pose la question, puis mon conférencier invité, il dit hey, écoutez, il dit malheureusement, il dit j'ai pas la réponse. J'ai voyagé dans 80 pays, mais il y en a 80 que je suis pas allé, puis le Bangladesh, je suis pas allé. Fait que personne dans le groupe avait déjà été au Bangladesh. Fait que personne n'avait la réponse. Fait que moi, j'arrive au bureau à l'époque de DPME à Sainte-Marie-de-Beauce. L'après-midi, je demande à mes collègues en commerce international, j'ai dit hey,
J'ai dit, là, je leur raconte la question, je me suis fait poser le matin. Fait que là, mes collègues me disent, oh, là, on ne sait pas, Christian, garde, appelle les délégués les délégués commerciaux du Québec à l'étranger ou les délégués commerciaux du Canada en Asie, ils vont te répondre. Dans ma tête, je me suis dit, astique, là, oh, là. Si je les envoie un courriel, je vais être chanceux s'ils me reviennent dans 3 semaines. Puis quand ils vont me revenir dans 3 semaines, s'ils me reviennent, ils vont me dire, ouais, c'est dangereux, c'est risqué, allez-y pas. Fait que j'ai dit, non. J'ai dit, ça marche pas. Cette journée-là, je pogne mon iPhone, je m'en vais dans l'application LinkedIn, puis à l'époque, en 2014-15, j'avais peut-être 14 000 contacts, dont plusieurs milliers dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Moi, je me suis dit, il faut que je trouve une fille dans mon réseau qui est acheteuse, puis dans le domaine de la mode, puis qui est allée au Bangladesh. J'ai tout simplement pogné mon application LinkedIn. Dans la barre de recherche, j'ai tapé « Achat Bangladesh ». Il me sort une série de personnes. La première, dans le haut, elle s'appelle Valérie XY. Je rouvre son profil. Tiens, toi, la madame était acheteuse dans le domaine du vêtement à Montréal. Ça faisait genre 15 ans. Puis c'était écrit qu'elle avait fait des achats de vêtements Cambodge, Vietnam, Chine, Bangladesh. J'y écris parce qu'elle était dans mes contacts de premier niveau. J'ai dit bonjour, madame Valérie. Vous semblez être acheteuse dans le domaine du vêtement. Je suis consultant dans la région Chaudière-Appalaches. J'ai une de mes clientes qui travaille pour telle compagnie qui ne semble pas du tout en concurrence avec votre employeur actuel. Elle voudrait aller qualifier des fournisseurs potentiels au Bangladesh, mais elle n'est pas sûre parce qu'elle s'est fait dire que ça pouvait être mal vu, une femme d'affaires aller là. Est-ce que vous êtes allé, vous? Elle me répond quelques heures après. Elle dit, Monsieur Tremblay, elle dit, je suis allé 2 fois. Il n'y a aucun problème à condition de ça. Voici mon cellulaire. Donnez-le à votre contact. Dites-lui qu'elle m'appelle. Pogne ça, j'envoie ça à la présidente de l'entreprise. Elle était vraiment contente, puis j'y avais jasé quelques mois après. Elle dit, écoute, on avait parlé 2 fois avec Valérie. Elle nous a conseillé, il n'y avait pas de problème. On est allé au Bangladesh, puis elle dit, ça a super bien été. Merci 1000 fois. Fait que ça, c'est la force de mon réseau, là, parce que c'est pas facile à trouver quelqu'un qui est au Bangladesh. T'as beau Des jours de part. Ouais, écrit une publication Facebook dans mes 1500 amis Facebook aujourd'hui qui sont répartis dans la Beauce, Bellechasse, Lévis, Québec. Pas sûr que je vais avoir une réponse, là, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs de vêtements féminins. Il n'y a pas de femmes qui sont acheteuses au Bangladesh. Mais LinkedIn, quand tu as quelques dizaines de milliers de contacts dans le domaine professionnel, manufacturier, tu as des réponses. Puis ça, c'est rien qu'un exemple parmi tant d'autres. Francis, je t'avais raconté une entreprise de Bellechasse l'année passée. Le propriétaire m'appelle, disait Christian, je suis en train de soumissionner une job. Il faudrait que tu me trouves un fournisseur de grilles de stainless qui serait capable de faire ça de façon mécanique ou automatisée parce que le faire à la main, c'est pas rentable. Tu parles-tu de la compagnie? De même, tu sais. Fait que j'étais durant la semaine de relâche. J'ai dit, écoute, ça pressait. Fait que j'ai dit au gars, regarde, j'ai dit, as-tu une photo des grilles que tu as besoin? J'ai dit, je vais faire une publication LinkedIn tantôt. J'ai fait une publication LinkedIn, elle a été vue en 3-4 jours par 32 000 personnes. Il y a 50-60 personnes qui m'ont écrit à grandeur du Québec. Mais on a trouvé 4-5 bonnes sources, puis finalement, ça avait fonctionné. Là, je leur avais vraiment trouvé un partenaire potentiel. Fait que c'est ça. Fait que un réseau LinkedIn, là, pour chercher une job, c'est parfait. Puis pour un chasseur de tête comme moi, c'est une mine d'or, c'est une fontaine de jouvence. Mais pour chercher des infos, là, c'est assez fantastique. Là, écoute, je disais à mes collègues justement qu'une de mes plus grandes forces, autant aujourd'hui que dans le passé, c'est de me bâtir un réseau de contacts. Parce que souvent, les invitations, c'est moi qui ai fait dans le podcast. Ah oui, il connaît même le numéro de téléphone de mon voisin, puis il ne sait pas c'est quoi son nom. C'est Francis, tu peux appeler le pape demain matin. T'as-tu 2-3 hosties à m'envoyer? À ce point-là. Ah oui, c'est clair. Moi, ça fait 12, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je vais souvent dans les cégeps faire des petites présentations, des petites conférences, soit dans des cours de gestion d'approvisionnement, dans des cours de vente. Comme au cégep de Lévis, il y a 3 semaines, il y a un enseignant qui m'a fait venir dans son cours de gestion de commerce des étudiants de 3e année qui ont un cours de représentation commerciale. Lui, il avait rentré en contact avec moi à cause de LinkedIn. Il disait, Christian, j'aimerais ça faire venir un expert en approvisionnement pour jaser avec peut-être des futurs représentants dans le B2B. Pour qu'ils connaissent comment ils vont se faire challenger avec des professionnels des achats. Fait que pendant 1h30, je suis allé jaser là, de comment les acheteurs dans les entreprises opèrent, comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'à un moment donné, vous, en tant que si vous êtes représentant dans le futur ou si vous avez une entreprise, vous allez vous faire challenger sous quel angle?
J'ai parlé de ça, mais je parle toujours de l'importance d'un réseau de contacts. Puis au début d'une présentation comme ça, je parle de LinkedIn, je parle de mon travail. Puis je leur donne des exemples que LinkedIn, moi je leur dis, vu que c'est des finissants, je leur dis, écoutez, il faut que vous soyez sur LinkedIn, pour rayonner au niveau de votre carrière, vous trouvez des jobs. Mais je leur explique que ça peut être utile aussi pour trouver de l'info, trouver des collaborateurs, trouver des clients, trouver des partenaires, À un moment donné, tu sais, t'es un acheteur d'une entreprise aujourd'hui, ton fournisseur de boîtes de carton, il t'envoie un email, il dit, hey, là, ta prochaine commande, là, faut que je t'augmente de 10% parce qu'on a des hausses. Écoute, là, t'es dépourvu d'infos, tu le sais pas. Lance donc un petit message sur LinkedIn. Si t'as quelques centaines d'acheteurs dans ton réseau, tu dis, hey, avez-vous écho que le carton augmente? Tu vas avoir des réponses dans les minutes qui vont suivre. C'est une source d'infos incroyable. Tu sais, mon exemple, là, fournisseur au Bangladesh, c'est à cause de LinkedIn, j'ai trouvé ça. Puis moi, évidemment, au niveau recrutement, je fais vraiment des miracles là, avec mon réseau LinkedIn. Tu sais, moi, un Ça client. ressemble à quoi avec les compagnies pharmaceutiques? Par exemple, Serge a peut-être une question là-dessus. Ouais, non, moi, c'est juste pour renchérir là-dessus. Moi, je m'en sers tous les jours parce que pour chercher des clients, je vais retrouver une compagnie qui m'intéresse ou que, tu sais, on a des affaires, mais que je veux, mettons, augmenter nos chiffres. Je vais chercher la compagnie, je vais chercher les gens, je tape un ou deux mots-clés, c'est à eux que je veux parler. C'est à eux que je veux parler. Ouais. Fait que, là, c'est incroyable. Tu sais, comme moi, là, hier, là, il y a une entreprise au Lac-Saint-Jean qui avait eu mon nom. Ils cherchent désespérément un estimateur et un chargé de projet. Une entreprise dans la fabrication industrielle, là, de profil génie mécanique. Puis, tu sais, ils m'ont donné le mandat. On s'est parlé avant hier. Puis, tu sais, ils ont dit, on sait que c'est très difficile. Là. Nous autres, on a essayé. Puis on n'a rien trouvé, là, nos recruteurs internes. Ils m'ont donné le mandat. Tu sais, je me suis mis là-dessus hier en fin de journée. Puis, ce matin, j'ai fait suivre une 4e candidature. Là, tu sais, Mais c'est parce que j'ai spoté quelques dizaines de personnes. Je les ai toutes écrits en privé. Puis, là-dedans, tu sais, si t'écris à 40, ça se peut qu'il y en ait 36 qui n'ont pas d'intérêt, mais ça se peut qu'il y en ait 4 qui aient de l'ouverture, là, tu sais. Fait que la force de mon réseau, moi, à un moment donné, je dis, avoir le temps, je pourrais écrire un livre sur qu'est-ce que LinkedIn va m'avoir apporté. Pour trouver des employés comme recruteur, c'est miraculeux. Ça va me faire plaisir de te faire une 4e de couverture puis d'écrire mon commentaire sur ton livre si jamais tu le fais. Puis tu sais, je veux dire, pour trouver des clients, mais pour trouver de l'info, pour trouver des fournisseurs, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Moi, ça a carrément changé le cours de ma carrière. C'est absolument très, très, très intéressant. J'aurais pu en prendre 1 ou 2 heures. Ça fait changement de parler de choses concrètes dans le secteur commercial, dans le secteur de la logistique. Ouais. C'est assez... Oui, puis c'est mal connu. C'est mal connu, c'est pas bien connu. Puis Christy, ça nous touche tout, hein, parce que regarde là, tout ce qui est autour de vous, là, tout a été transporté par camion, tout a été entreposé, tout a été transformé. Il y a eu de la matière première qui a peut-être voyagé outre-mer pour arriver ici. Puis, tu sais, des fois, t'as un produit qu'il y a un intrant qui vient d'Asie. Écoute, c'est complexe, les chaînes logistiques, puis on n'y pense pas. Mais moi, je baigne là-dedans, là, tu sais, fait que... Moi, ça m'a toujours intéressé dans mes travaux universitaires en relations internationales, les chaînes d'approvisionnement, puis le fret international, la valeur ajoutée, les blocus commerciaux, les baux amphithéotiques. C'était pas mal ça, mon domaine, que j'aimais faire des recherches, tout ça. Mais ça me donne quasiment envie de faire des articles à partir de ce contexte-là. Je pense que des gens qui ne sont pas dans le partisan ou dans le domaine de l'idéologie vont s'intéresser absolument à ce podcast-là. Moi, je suis convaincu que les gens qui sont sur... la formule Patreon VIP plus vont être absolument très enthousiastes, j'en suis convaincu. Ouais. Merci énormément. On n'aura pas fait ça en vain. Absolument, c'est sûr. C'est une belle carte de visite. Donc, tu sais, en même temps, mon message, c'est que les jeunes professionnels là, qui vous écoutent, là, ils doivent être sur LinkedIn. Tu sais, à un moment donné, moi, là, on parle encore, on n'a pas fini. Là. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un du coin de Sainte-Marie-de-Beauce qui me contacte l'automne passé par courriel. Je ne sais pas comment il m'avait trouvé. Hey, il dit, Christian, dis-moi, je suis superviseur expédition, puis là, il dit, je suis à la recherche d'emploi, j'ai tant d'années d'expérience. J'ai dit, OK, good, ouais, je vois ton CV, c'est intéressant. J'ai dit, t'es-tu sur LinkedIn, toi? Il dit, ah non, je suis pas là-dessus. J'ai entendu parler, mais je suis pas là-dessus. Hey, j'ai dit là, OK, là, j'ai dit là, tantôt quand on raccroche, là, d'ici la fin de journée, tu t'en vas sur LinkedIn, s'il te plaît, puis tu te crées un profil. Parce que c'est comme si tu n'existais pas si tu n'es pas sur LinkedIn. Les chasseurs de tête de nos jours pour des postes de bureau puis de gestion comme ça,
on a travaillé presque seulement qu'avec LinkedIn. J'ai dit, si tu n'es pas sur LinkedIn, c'est comme si tu n'existais pas. J'ai dit, ça doit être ta priorité, ça. Là. S'il t'appelait d'ici ce soir, au pire, demain, on va te créer un profil. Là. Fait que tous les professionnels devraient être là-dessus, puis les jeunes surtout. Là. C'est pour ça que moi... J'espère que Yann Sénéchal va nous écouter parce que lui, avec LinkedIn, j'espère tellement qu'il va écouter ce segment-là. Il n'a rien mis sur LinkedIn depuis 2011 à peu près. Ah, là, faudrait que je le chicane, là, lui. Oui, là, mais, oui. oui. Puis même, je me demande si je ne suis pas contact avec, parce que je le connais, Yann, parfaitement. Ben, là, on ne se connaît pas personnellement, mais je le suis sur Facebook depuis très longtemps. Puis je l'adore. Sur LinkedIn, je me demande si je n'ai pas déjà envoyé une invitation, mais il n'est vraiment pas là-dessus. Là. Puis même Benjamin Tremblay, lui, je le connais beaucoup, puis je l'ai fait venir à mes cercles d'échange les 3 dernières années. Puis c'est un maniaque d'automobile comme moi. On s'écrit sur Messenger, moi puis Benjamin. Là. Puis Benjamin, il n'est pas actif sur LinkedIn non plus. Mais il mise sur YouTube, sur Facebook énormément. Là, mais je peux comprendre aussi que sa clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tandis que LinkedIn, c'est plus professionnel. Mais c'est sûr que moi, si j'étais lui, je serais aussi sur LinkedIn parce que il y a peut-être... Tu rejoins peut-être pas 100 000, 200 000 personnes, mais c'est des professionnels, ça là aussi. Là, ça peut être vraiment intéressant. Lui, dans son cas, il pourrait se bâtir un réseau de conférences carrément. Là. Il serait capable. Oui, carrément. Les gars, je vois comment on a 8 contacts en commun sur LinkedIn, dont certains qui me surprennent qu'ils soient en contact avec toi. C'est plus du domaine médical et pharmaceutique. Fait que... Ben, moi, à un moment donné, il y a un certain nombre d'années, quand dans mes 35 000 contacts, j'ai pas juste des gens dans le domaine de la gestion manufacturière. À un moment donné, j'ai du monde dans plein de domaines parce qu'à un moment donné, je me connectais avec n'importe qui. Je voulais avoir un gros réseau, mais sans trop savoir avec qui me connecter. Puis moi, mais mon gros défi comme chasseur de tête, avec LinkedIn, moi, dans le passé, si je me suis monté un gros réseau, c'est parce qu'on pouvait envoyer 700 demandes par semaine à l'époque. Mais 2021-2022, LinkedIn ont restreint ça pour les comptes payants ou comme gratuits. C'est maximum 100 invitations par semaine qu'on peut envoyer. Ça veut dire que moi, à toutes les semaines, il faut que je prenne un peu de temps pour faire du ménage dans mes contacts pour envoyer une centaine d'invitations. Moi, quand je pogne un mandat, comme hier au Saguenay, ben, je vais me connecter avec des estimateurs de chargés de projet en génie mécanique. Fait que, OK, oui, j'avais déjà des contacts là-dedans, mais là, j'en spot d'autres. Puis moi, hier, j'ai envoyé peut-être 60 invitations. J'ai le droit à 100 par semaine, il faut que je le gère. Mais à un moment donné, moi, avant hier, il a fallu que je fasse un ménage. Il a fallu que je flush des gens. À un moment donné, moi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être 1000 personnes, Tunisie, Algérie, Maroc, Italie, France. Ben, je les ai toutes flushées parce que ça ne me donne absolument rien. Ce n'est pas ma clientèle. Puis pour la chasse de tête, ce n'est pas ces gens-là qui m'intéressent. Fait que j'ai flushé ça. Puis à un moment donné, j'avais plein de gens des États-Unis, 600-700 personnes. J'en ai flushé 690. J'ai gardé les 10 membres de ma famille ou des petits cousins américains. Puis j'avais plein de gens un peu partout au Canada, je les ai flushés. À un moment donné, après avoir tout fait cet ménage-là, je me disais, hey, là, c'est où que je peux couper? Ouais, j'ai purgé solide. Là, à un moment donné, je me disais, qui que je peux couper? À un moment donné, hey, j'avais des gens du gouvernement du Québec, j'en avais 300. Je les ai toutes coupées. J'ai une question pour vous, mon cher Christian, qui a un lien avec les coupures. Je ne parlerai pas de Staline, je parlerai d'Elon Musk, bien naturellement. Ouais. On n'est pas vraiment totalitaire. Ouais. Selon vous, ça serait quoi le meilleur Dodge, pas Dodge, le meilleur Doge du Québec? C'est quoi ça prendrait pour couper? C'est quoi ton Foira de la semaine? C'est quoi la Foira de la semaine, c'est ça? Veux-tu que je nomme un nom de qui je verrais pour faire cette job-là? Ben... Et qu'est-ce qu'on devrait couper? Qui et quoi? Chez-vous là. Non, mais... Moi, je nomme Jean-Pierre Bourque. Ah, Jean-Pierre pourrait être très bon. Jean-Pierre est à mon boss, by the way. La joke est là. Puis c'est un ami personnel de Christian aussi. Oui, je le connais assez bien. Puis c'est un des meilleurs amis à mon beau-frère aussi. Mon beau-frère depuis 1 an et demi. Là. Puis, mais je connais Jean-Pierre aussi de longue date avec Alifab. Mais non, il pourrait peut-être être très, très bon. Là. Mais il y en a d'autres qui pourraient être très, très bons. Tu sais, comme il y a eu la saga de Pizza Salvatore l'autre semaine aussi. Là, Guillaume Abbassiello, il n'a pas la langue dans sa poche. Puis son père aussi pourrait être très bon, là, Guillaume Senior.
Il y en a qui faisaient des jokes là-dessus la semaine passée. Guillaume, tu serais bon pour faire un DOGE au Canada. Puis effectivement, des gens comme ça, là, allumez un peu. Là, puis, Mais ça, c'est les qui. sont Mais grandés, là. mettons, là, vous auriez quelque chose à couper essentiellement dans l'apparatchik et dans la bureaucratie. On couperait quoi? La première affaire. Et merde. Je pense qu'il y aurait beaucoup de place à couper, là, parce que, tu sais, moi, je trouve qu'au Québec, là, on paye énormément d'impôts. On est les plus taxés probablement en Amérique Revenu du Nord. Québec. Tu sais, j'écoutais Choix à midi, à un moment donné, j'étais dans mon auto, puis, tu sais, il y a quelqu'un qui parlait à un moment donné, il disait, ouais, mais notre système de santé est gratuit, nous autres, au Québec, puis, attends un peu, il n'est pas gratuit, Calvaire, on le paye en mot-à-dit, là, même on le paye probablement trop, mais moi, ça ne me dérange pas de payer et avoir des services, mais je trouve qu'on est mal servi. Tu sais, c'est pas normal qu'une grosse partie de la population n'ait pas accès à un médecin de famille. C'est pas normal que tu vas à l'urgence, tu attends 8 heures tout le temps. Tu sais, moi, je vais aux États-Unis toujours aux fêtes depuis presque 20 ans. Puis à un moment donné, on a 5 enfants, moi et ma conjointe. Puis à un moment donné, il y en a un qui s'était fendu l'oreille. À un moment donné, il y en a un qui toussait énormément. Puis on pensait qu'il faisait une pneumonie. Puis on est allé consulter à quelques reprises. À un moment donné, on est allé dans le coin de Fort Lauderdale, à un hôpital un peu la grosseur de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Tu arrives là, toi, chose. La belle hôpital moderne. Écoute, l'accueil, là, la salle d'attente, il y a peut-être une centaine de places, mais il y avait 10 personnes qui attendaient. Tu arrives là, tu passes au triage, ça prend 15 minutes. Là, il y a une première affaire qui vérifie si tu es assuré et si tu es solvable. Après ça, tu vois le médecin, ça prend 20 minutes. Au bout d'une demi-heure, tu es reparti avec ta prescription. Là, puis même, ils t'appellent le lendemain pour faire un suivi, là, parce que. Puis ils veulent que tu reviennes dans leur hôpital parce que tu es un client là-bas. Là, c'est carrément une autre dynamique. Là. Mais il ne faudrait pas monétiser la santé. Puis là, les syndicats, ils vont tout. Non, mais tu sais, regarde, c'est correct qu'il y ait un filet social. J'ai pas de trouble. Ça me dérange pas de contribuer et de payer énormément d'impôts, mais j'aimerais ça que ce soit efficace. J'aimerais ça que ce soit efficace. Puis ça ne l'est pas, à mon avis. Là. On entend souvent dire, ouais, c'est ça, on chiale, mais on n'a pas de solution. Ben, je les ai pas les solutions, mais je suis capable de dire que c'est mal géré, puis c'est pas efficace, c'est pas optimal, là, puis, hey, moi, à un moment donné, en 2007, on organisait une mission en Chine, puis mes collègues à l'époque m'avaient dit, Christian, on va demander une aide financière au gouvernement du Québec, là, parce qu'on va accompagner des entreprises en Chine. C'est pas de joke, là, pour avoir 14 000 de subventions, j'ai travaillé pendant quasiment 2 semaines à monter des rapports, puis ça finissait plus. Là. Le 14 000 de soumission, puis ça, c'est sans compter les fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus. Là. Écoute, le 14 000, je pense qu'il a coûté 30 000. À un moment donné, je me disais, ça n'a pas de stifi de bon sens, là, tu sais, là. Aller chercher de l'argent au Québec, on est tellement efficace, ça prendrait un Doge. Et juste là-dessus, là, on part de la social-démocratie de base keynésienne, presque socialiste, on dit, peux-tu aller me faire des subventions qui ne coûtent pas aussi cher de ce que j'investirais? Non, mais déjà à base, tu as le 14 000, la valeur de la subvention. Tu as le temps que l'entrepreneur a passé à remplir, que c'est une perte de productivité nette. Un PDG de compagnie est beaucoup plus efficace à faire n'importe quoi d'autre que remplir un asti de papier de subvention. Oui. Et après ça, tu rentres l'armée de fonctionnaires qui vont analyser la demande, qui vont voir OK, est-ce que ça remplit les critères? Non, il n'a pas mis la virgule à la bonne place. Hey, fuck you. Ah non. Désolé, ça vient du fond du cœur. Là. On est là pour ça. Ouais, puis, c'est ça, là, l'efficacité, je ne suis pas toujours convaincu qu'elle est là, puis, écoute, le Dodge aux États-Unis, là, ça chiale, évidemment, là, puis ça fait pas l'affaire de tout le monde, là, le monde, il boit de Tesla, là, mais... D'envoyer des courriels à des gens dans le domaine privé, dans le domaine public, en disant, peux-tu me compter c'est quoi ta job, puis si j'ai besoin de te garder. Si dans une semaine, tu me réponds pas, on va comprendre que c'est une démission volontaire. C'est quoi, c'est du fascisme mussolinien selon certains. Puis, mais c'est parce que ça serait intéressant de voir pourquoi les gens payent. Quand on essaie d'aller chercher des services ou des produits comme acheteurs, comme consommateurs, on magasine et on veut savoir pourquoi on paye. Mais en tant que contribuable, parce qu'on est essentiellement, majoritairement des contribuables plus que des dispensateurs de ce service-là, on ne peut pas se poser cette question-là. Parce qu'on ne va pas assez loin dans ce magasinage, parce qu'on n'a pas le temps tout simplement, et parce que le chèque en blanc, c'est
pas nous autres qui l'ont signé. Ben, on l'a signé, oui, mais c'est pas nous autres qui l'administrons. Exactement. Oui. Mais non, l'efficacité, on repassera. Puis, mais imaginez, là, aux États-Unis, là, supposons qu'il y a vraiment un ménage qui se fait. Tu sais, si nos entreprises canadiennes, nous autres, là, toute la bureaucratie, la paperasse qui est complexe, si aux États-Unis, ils ont moins ça là, par la suite, on s'entend-tu que pour notre compétitivité, là, nos dirigeants d'entreprise, quand ils passent leur temps à gérer cette paperasse-là, là, ben, ils n'ajoutent pas de la valeur à leurs produits, ils n'améliorent pas leur productivité, ils ne réduisent pas leurs coûts, ils ne sont pas capables de réduire leur prix de vente. Là. Et là, on ne parle même pas on de est moins salaire des compétitifs. employés. Toute la fiscalité, la lourdeur, dis-je, la paperasse et tout ça, c'est juste pour s'incorporer. Les conventions d'accès. La façon dont c'est fait, parce que supposément que le droit civil au Québec nous protège et nous tient par la main, ben, les entrepreneurs vont faire comme plus facile d'aller au Maine, c'est plus facile de quitter. Et on ne parle même pas encore de pourcentage en termes de fiscalité. C'est fou, là. C'est fou. Oui. Non, en tout cas, je ne sais pas trop ce qu'on s'en va, comment vont se dessiner les 4 prochaines années ou whatever, là, mais on a des beaux challenges qui s'en viennent. Ouais. Ben, merci énormément. C'était vraiment. Merci à Francis qui nous a déniché notre invité, qui fait un travail d'un sprinter. Je ne sais pas comment il fait pour faire tout ça. Francis, c'est un magicien. Merci beaucoup, Serge, d'être toujours là à ton habitude, d'être pertinent comme tu le fais. Serge, il me discipline. C'est quelqu'un de plus académique, quelqu'un qui a une rigueur que je n'ai pas. C'est le PhD de la gang. Moi, je suis le gars qui va tout partout. Ouais, mais tu sais, on a une belle équipe que j'ai. Je suis égraillé, solide. Puis en termes d'invités, bon, on a eu M. Tremblay aujourd'hui. Là, sincèrement, c'était. J'ai appris, j'ai entendu, j'ai quasiment le goût de devenir acheteur demain. Écoute, ouais, ça donne bien parce qu'il en manque. Écoute, Christian, tu reviens qu'on quand s'en tu parle. veux. Hey, ça me fera plaisir. Oh, oui. Ça fera bien plaisir. Parfait. Merci tout le monde et bonne semaine à tout le monde. Bye.